Éco-Sahel. 26 minutes d'économie africaine, économie du Sahel en particulier. Un rendez-vous hebdomadaire pour déchiffrer et analyser l'actualité économique africaine. Madame, monsieur, bonjour, bien le bonjour, merci de nous rejoindre dans Éco-Sahel, votre émission économique et une émission consacrée à l'économie africaine. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle coalition économique, les BRICS, qui regroupent le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et puis aussi l'Afrique du Sud. Récemment, le PIB des BRICS a dépassé le PIB du G7, ce qui fait de ce groupe d'économies émergentes le présent et puis aussi l'avenir de l'économie mondiale. Avec moi sur le plateau, monsieur Barfoud Kaoubi. Bonjour monsieur Kaoubi. Bonjour, heureux d'être parmi vous. Merci, vous êtes économiste. J'ai avec moi aussi monsieur Samuel Akizimana. Monsieur Samuel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chef d'entreprise et spécialiste de l'économie aussi. Mazora Lahyani. Bonjour Mazora. Bonjour. Alors très bien, bonjour à vous tous. Première question, pensez-vous que les BRICS peuvent constituer une alternative pour les pays africains, outre le modèle capitaliste jusque-là dominant, monsieur Kaoubi? Tout à fait. Donc, les pays africains auront deux choix ou plusieurs choix au lieu d'en avoir un seul. Il faut juste rappeler que le modèle capitaliste s'est imposé depuis l'avènement de la mondialisation. C'était pratiquement la seule voie ou le seul choix qui s'imposait et qui se proposait à travers soit les institutions, les deux grandes institutions qui sont le FMI et la Banque mondiale, que ce soit dans le cadre de la collaboration bilatérale avec les pays occidentaux, qui, encore une fois, s'imposaient avec leur modèle économique, avec la puissance financière et avec leur système de valeurs qui était exporté, imposé à tous les pays à travers la mondialisation et la globalisation. Samuel, les BRICS pour contrer le capitalisme, le modèle capitaliste. Vrai ou pas? Oui, c'est vrai, mais comme on parle de notre cher continent, l'Afrique, nous devons mettre un point comme notre expert l'a pu le dire. Ça dépend aussi de la manière dont nos pays africains vont interagir avec ce groupe. Il faut regarder, par exemple, on aime beaucoup donner des exemples en rapport avec la Chine. La Chine investit beaucoup parce que la Chine fait partie du BRICS. La Chine investit beaucoup en Afrique, mais il faut regarder, est-ce que ces investissements côté infrastructure, etc., est-ce que c'est ça qui nous intéresse le plus? Donc on doit regarder par tout ce qu'on nous propose. Est-ce que ce qu'on nous propose réellement, est-ce que ça vaut la peine? On parle du monde capitaliste. Ok, maintenant c'est à nous en tant qu'Africains de regarder et avoir un choix. Il a parlé de choix. Donc on va avoir des choix en disant ok, il y a le groupe BRICS, ok, il a dépassé le côté G7, etc. Mais nous en tant qu'Africains, comment on pourra interagir avec ces groupes qui émergent? Alors, j'aimerais connaître l'intérêt des pays africains à adhérer aux BRICS, mais avant tout, j'aimerais aussi connaître l'impact des BRICS sur le continent africain. Mzwara. Alors, pour commencer, déjà, le BRICS, il a un poids économique et politique important. L'intérêt des pays africains de rejoindre le groupe, il faut savoir que les BRICS, déjà, ils comptent 44% du PIB mondial, si je ne me trompe pas. Et aussi, ils regroupent les 4 plus grandes puissances parmi les 10 puissances économiques et aussi la Chine, exactement, et commerciales aussi. Oui. Donc les pays africains, ils ont un intérêt de rejoindre. D'accord. Alors je viens de le dire à l'instant, monsieur Kaoubi, un pays africain est déjà membre actif, très actif même des BRICS, c'est l'Afrique du Sud. J'aimerais savoir quel impact ont les BRICS sur l'économie continentale africaine. Voilà. L'impact peut se mesurer à travers les possibilités qu'offre le groupement. Il faudra juste rappeler que le BRICS n'est pas une institution internationale ou une organisation internationale. C'est un groupement d'intérêts, pour l'instant du moins, qui défend des échanges plus justes entre les pays développés ou sous-développés, qui défend une réalité ou une primauté des marchés ou de l'économie réelle par rapport à l'économie financière et au marché financier. Et donc, ce groupement, constitué par des pays émergents, jadis, pas très loin, donc ça fait une cinquantaine d'années, la plus grande partie de ces pays étaient des pays sous-développés. Oui. D'accord ? Donc vous avez parlé de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est un pays africain qui a démontré, à travers son organisation, à travers les choix de ses politiques économiques,
à travers ses ambitions et à travers la justesse de ses choix de partenariat avec des pays du BRICS ou en dehors du BRICS, qu'il est un pays émergent. Donc, l'Afrique du Sud, comme les autres pays du BRICS, nous permettent de dire que les pays africains ont une chance, comme les autres pays, pour produire du développement, pour passer à un rythme de développement beaucoup plus important. Et c'est dans ce sens que le BRICS ne produit pas de recettes, ne formule pas de recettes, mais donne un exemple qui peut être suivi par les pays africains. Maintenant, c'est aux pays africains, encore une fois, de trouver les bonnes formules et de créer les bons joint ventures pour aspirer au développement et être un exemple ou un héritier au pays que constitue le BRICS. L'exemple sud-africain permet aux autres pays africains de se décomplexer, de dire que nous, Africains, nous pouvons être sur la voie de développement. Alors que les pays africains se réveillent et qu'ils mettent en place les politiques appropriées. Est-ce qu'ils ont un intérêt, les pays africains, d'adhérer au BRICS? Auparavant, les pays africains étaient très pauvres, mais on sait tous que les pays africains disposent de beaucoup de richesses. Est-ce qu'ils ont un intérêt à adhérer au BRICS, monsieur Hakizimana, Samuel? Oui, je pense très vivement qu'ils ont intérêt, mais ça dépend. Parce que comme nous savons, le modèle du BRICS, ça représente les pays émergents. Et en tant que ça, on va voir en disant ça dépend de certains pays, en fait. Il ne faut pas juste adhérer pour adhérer. Il faut adhérer avec attention à quelque chose. Par exemple, on regarde, le BRICS représente un bloc économique important avec un PIB combiné de plus de 18 milliards de dollars. Oui. Si on regarde c'est énorme, c'est vraiment énorme. C'est très énorme. Le BRICS aussi a créé plusieurs institutions pour renforcer leur coopération. Oui. Donc, à travers la nouvelle banque de développement, etc., etc. Mais à travers ça, nous savons qu'à travers ce FRS, donc le Fonds des réserves d'échange du BRICS et tout, une nouvelle banque de développement, ils ont une potentiel que certains pays d'Afrique et les pays émergents doivent aussi pouvoir en profiter. Parce que si on dit que quel soit le Fonds de réserve d'échange qui a été créé pour aider à protéger les économies membres du BRICS. Donc, étant un pays émergent, peut-être ça doit être intéressant pour nous. En disant, OK, si on adhère à ce bloc-là, est-ce que c'est favorable pour nous? Il y aura des retombées économiques sur le continent. Exactement. Donc, je pense qu'il y a tout intérêt à bien réfléchir sur ça et à voir si certains pays doivent intégrer ou ne pas intégrer le BRICS. Mais pour moi, je crois que plusieurs pays émergents devraient réfléchir bien à intégrer ce groupe. Monsieur Kaobi veut peut-être rebondir sur les propos de Samuel. Non, je suis tout à fait d'accord. En tous les cas, c'est une opportunité, une énorme opportunité qui s'offre aux pays africains. Donc, qui, aurait le choix dans l'avenir, mais toujours est-il que cela suppose que des choix doivent être faits sur le plan politique, institutionnel, social et économique. La nouvelle banque du BRICS n'est pas la maison de la charité chrétienne et donc elle n'est pas là pour distribuer des crédits sans contrepartie. Il faut être très clair. Donc ne soyons pas très naïfs, soyons rationnels, parlons économie et soyons pragmatiques. Maintenant, c'est une chance, ça nous permet de choisir et de mettre en compétition les différents fonds et les différentes possibilités qui s'offrent à nous. Mais, encore une fois, se développer est un verbe d'action et cela suppose qu'on aille vers le développement des pays qui, il y a de cela 50, 60 ans, étaient dans une situation quasi similaire à la nôtre, sont actuellement leaders et constituent, comme vient de le dire Mazhora, constitue plus de 45% du PIB mondial. Donc c'est quelque chose d'important. Mais c'est le travail, c'est l'organisation, c'est la coopération bilatérale basée sur le gagnant-gagnant pourrait produire cette opportunité de développement. Un rapport de gagnant-gagnant. Mais est-ce que les BRICS, par exemple, parlons des conditions pour adhérer aux BRICS, y a-t-il des conditions? J'imagine qu'il y a un critère de sélection pour que ces pays-là africains puissent adhérer aux BRICS. Mazhora, y a-t-il des conditions? Non, moi je dirais qu'il n'y a pas de conditions pour rejoindre les BRICS, mais comme il vient de dire M. Kaobi et Samuel, il faut être une puissance économique quand même et avoir quand même un poids sur le plan politique, sur le plan économique. Donc c'est déjà une condition, être un pays, une puissance économique. Non, je suis d'accord avec Mazhora dans la mesure où il n'y a pas une charte qui détermine qu'il y a telle et telle et telle condition. Oui.
Encore une Mais fois, il y a c'est des par critères de rapport- sélection quand même. Des critères, ça, c'est du potentiel. Les BRICS, comme c'est un groupement, pour être du côté des BRICS, il faut peser et avoir Voilà. du potentiel sur le plan géostratégique, politique, démographique, etc. Et l'Afrique, par rapport à toutes les richesses qu'on a décrites à plusieurs reprises, dispose de ce potentiel géostratégique, humain, économique qui la qualifie d'adhérer aux BRICS. Mais d'adhérer sous condition de mettre en place des politiques de développement opportunes. Oui, Samuel. Et exactement, pour ajouter, en fait, je vais revenir sur ce que M. Corbi a dit. Il ne faut pas être naïf, au fait. Même si on dit qu'il n'y a pas de conditions d'adhésion, mais il faut quand même voir si vous êtes un groupe où il y a des intérêts, il y a des intérêts dedans. Donc, moi, si je veux que tu puisses me rejoindre, je dois regarder ton apport. Qu'est-ce que tu m'apportes, au fait? Parce que c'est un groupe de pays émergents, comme on aime le dire. Oui. En tant que pays émergent, on veut être leader. Parce que c'est une compétition, on veut être leader. On se rapproche des gens qu'on voit qu'on est dans la capacité d'apporter quelque chose. Je ne peux pas me rapprocher des personnes qui ne vont rien m'apporter. Oui. Mais à travers ça, ça revient sur les questions de choix. En regardant nos politiques, en regardant tout ce qu'on a pu instaurer, est-ce que tel et tel pays est dans cette opportunité d'adhérer à ce groupe? Parce que oui, c'est intéressant d'adhérer à ce groupe, mais inconditionnellement, il y a des conditions. Parce que tout groupe qui veut se développer, il a des conditions, même si ce n'est pas des conditions qui sont claires. Par exemple, on dit, OK, tu dois avoir des rapports commerciaux, tu dois plus exporter, etc. Tu dois avoir des relations diplomatiques, etc. C'est pour apporter un plus au groupe. Oui. Donc, à travers ça, c'est à nous, en tant qu'Africains, déjà, on doit regarder. Mais pour appuyer sur un petit point, là, c'est juste pour nos chers auditeurs, mais là, on est en train de parler de BRICS, mais est-ce qu'entre nous, si on regarde nos frontières, entre nos frontières, est-ce que nos voisins on communique entre nous ou est-ce qu'on fait des échanges avec nos voisins? Donc, à travers ça, c'est pour montrer déjà, si on vise déjà toujours loin, mais regardons aussi nos voisins. Est-ce que moi, je suis en train de communiquer avec mon voisin, etc. Ça, c'est juste pour... pour ajouter quelque chose à cela, vous allez nous corriger, M. Oui, Corbi. voilà. On était en train de parler avec Samuel tout à l'heure et on disait que la principale raison de création de BRICS, pas la principale raison, mais c'était pour concurrencer le G7. Donc, ils ne vont pas accepter même que ce soit un pays invité sans être un pays, une puissance économique qui pèse économiquement et politiquement, adhérer au BRICS. Est-ce que c'est... Oui, mais le plus important, actuellement, les BRICS, c'est un groupement d'intérêts. Donc, pour adhérer, il n'y a pas de conditions particulières. Comme il n'y a pas d'engagement de la part des autres pays du BRICS pour défendre tel ou tel pays. D'accord ? Donc, vous l'avez très bien dit, le BRICS s'est constitué pour contrer l'hégémonie des marchés financiers et le pouvoir qu'avait le monde occidental dans les échanges internationaux. Donc tout le monde sait qu'il y a toujours une guerre atroce commerciale entre les États-Unis et la Chine. Et tout le monde a vécu que le monde occidental a instrumentalisé en matière de sanctions économiques sur la Russie un ensemble d'instruments, tel le SWIFT, tel l'embargo, tel le gel des réserves de change, etc. etc. C'est ce monde, ces instruments que voudrait remettre en cause, cette hégémonie que voudrait remettre en cause le groupe des BRICS, pour se défendre. Parce que tout simplement, ces 5 pays qui jadis ne participaient qu'à hauteur de 5% dans les échanges commerciaux internationaux, donc actuellement sont pratiquement à 35-40%. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure, c'est 45% du produit global mondial. Donc c'est quelque chose d'important. Plus ces pays ont eu de la puissance, plus ces pays ont voulu s'émanciper. Donc, ils se sont regroupés pour avoir une force qui leur permet de se défendre. Maintenant, ils n'ont jamais dit aux autres pays sous-développés, venez, on va vous aider à vous développer sans contrepartie. Monsieur Kaobi, alors vous dites que pour adhérer au BRICS, il faut être puissant, peser économiquement, politiquement, culturellement. Est-ce que le groupe des BRICS se revêt, j'imagine qu'il ne revêt pas simplement un rôle purement économique, n'est-ce pas? Pour l'instant, c'est un groupement en priorité économique. Avec l'avènement de la crise russo-ukrainienne, des revendications et des principes de droit, de valeurs et de politique. Donc il touche aussi à la ont politique. émergé, bien sûr. D'ailleurs, ce qu'on est en train d'assister aujourd'hui, on est en train d'assister à la naissance d'une nouvelle institution. À mon avis, dans les 6 mois à venir, on assistera à la création
d'une nouvelle entité, d'une nouvelle organisation, d'une nouvelle institution qui aura un statut, une organisation, une charte, des principes, des conditions d'adhésion. Et une monnaie peut-être aussi, une monnaie commune. On parle aujourd'hui d'une monnaie commune des BRICS. Samuel. Oui, c'est une question très intéressante. Je me rappelle très bien qu'avec M. Kaobi, il y a de cela une semaine, on avait parlé de ça, où on a parlé même que c'est peut-être la fin du dollar, etc. Tout groupe économique doit envisager ça, parce que c'est normal. Si vous pesez sur le plan économique, etc., vous devez maintenant envisager comment maintenant on peut encore avoir plus de poids. Et toute grande groupe économique doit penser à ça. Et oui, qui se respecte. Quand vous venez de dire qui se respecte, parce qu'ils se respectent en réalité, et ils doivent penser à ça. Oui. C'est pour ça même, je pense que oui, je pense qu'il y aura bientôt la création d'une nouvelle monnaie propre. C'est l'objectif même, c'est l'essence même. Parce que le groupe des BRICS veut diminuer de l'hégémonie du dollar et du principe de l'extraterritorialité du droit américain par rapport aux pays qui font leur échange avec du dollar. Donc c'est tout à fait normal. La dédollarisation est un phénomène qu'on voit beaucoup. Qui commence à vraiment prendre de l'ampleur. Oui, mais en fait, je crois que ça va être aussi la remontée du yuan. La dernière fois, quand on disait la dédollarisation ou la fin du dollar, c'est pas vraiment la fin du dollar comme il nous a corrigé M. Kaobi, mais ça va être peut-être la remontée du yuan. Parce que aussi, créer une monnaie commune, ça sert à rien si on met en valeur une monnaie de ces 5 puissances qui constituent le BRICS. Donc c'est important d'avoir une monnaie commune pour... Et déjà, le projet de monnaie commune a été abordé par plusieurs dirigeants africains, Kadhafi, Thomas Sankara, n'est-ce pas? La monnaie commune, parler d'une monnaie commune africaine. Toutefois, c'est des choses qui prennent beaucoup de temps et qui ont besoin d'une formulation économique assez poussée. Et techniquement, c'est c'est une construction qui prend du temps. Donc, moi, je voudrais juste dire, parce que nous, Africains, on a cette tendance à être de grands rêveurs. Et je pense aussi qu'on doit se corriger par rapport à ça, d'être beaucoup plus pragmatique, d'être beaucoup plus terre à terre, et de nous mettre sur la voie du changement et de la création de valeur. Qu'on ne croit pas que les BRICS, ça sera la panacée qui viendra faire des pays africains des pays développés. Ce que je voudrais rappeler surtout, c'est que la voie du développement pour un pays comme la Chine a été beaucoup de labeur, beaucoup de travail, beaucoup de création de valeur. Et on doit suivre ce chemin. D'ailleurs, pour revenir à votre première question, vous avez parlé d'Afrique du Sud. Oui. Donc, justement, ça devrait nous envoyer... Tout à fait. Donc, la Chine qui, au bout de 30 ans, a multiplié son produit intérieur brut par 30 fois. C'est important, c'est gigantesque. La même chose, l'Afrique du Sud, au bout de 20 années, a multiplié son produit intérieur brut de 5-6 fois. C'est quelque chose qui devrait nous interpeller et nous encourager. Et la question qui devrait être posée, comment on fait ces pays, en l'espace de 30 ans, devenir des pays qui pèsent sur le plan international, économiquement avant, politiquement maintenant. Politiquement, culturellement aussi. Et maintenant, ils sont en train de revoir le système de valeurs. Mais avant, la Chine de Mao n'était pas comme ça, pas du tout. Mais c'est la Chine de Mao, contrairement à ce qu'on le pense, qui a initié le processus. Les différentes révolutions industrielles, culturelles, agraires et tout ce qui s'ensuit a mis la Chine sur la voie du développement, l'émancipation de l'être humain. On ne parlera jamais assez de la politique sanitaire, de la politique d'enseignement. Et c'est comme ça qu'on a construit. La même chose pour l'Inde, la même chose pour le Brésil. Et donc, ce qui devrait nous interpeller, que ces pays soient un benchmark pour les pays africains, pour dire « yes we can », oui on peut, les autres l'ont fait, maintenant on a un environnement qui pourrait être opportun pour nous, mais maintenant, plus de stabilité institutionnelle, plus de visibilité et de démocratie sur le plan économique, adapté au pays, plus d'échanges interafricains et plus de développement envers la population, plus de synergie. C'est la voie du développement de demain tel que nous l'enseignent les BRICS aujourd'hui. Monsieur Samuel Akizimana, la Chine comme modèle économique pour les pays africains, êtes-vous d'accord avec les propos de Monsieur Kaobi? Oui, effectivement. Et pour appuyer ça, je me rappelle, un jour, j'étais avec un groupe d'amis
On regardait les différents chantiers. On était en train de partir. On s'est dit, mais ça fait plusieurs mois qu'on passe devant ce chantier. Et ce chantier, on dirait, il n'a pas fini. Ça fait 2 ou 1 année ou 3 ans. Le chantier n'a pas fini. Mais à côté, il y avait un chantier qui était construit par des Chinois. Ce chantier n'a fait que 6 mois et il était terminé. Ça montre à quel point, oui, nous devons avoir des modèles, en fait. C'est-à-dire que il faut que nous, en tant qu'Africains, nous corrigeons. Il ne suffit pas d'avoir de financement. Est-ce que nous travaillons à travers ces financements pour produire quelque chose? Parce que c'est inacceptable. Il y a des exemples qu'on avait donnés, c'était à travers nos routes. Oui. Il suffit que nos routes, il y a un petit trou à travers la route. Pour corriger ces petits trous, ça prend au moins aussi 2 ans. Mais on a donné un exemple au Japon, il y avait eu un séisme. Après quelques mois, tout a été remis en œuvre. Pas qu'on n'a pas de financement pour... On a des financements, mais est-ce que nous, en tant qu'Africains, nous sommes en train de travailler? Parce que nous, en tant qu'Africains, c'est pour ça qu'il a dit il ne faut pas aussi qu'on soit trop rêveur. Il faut déjà commencer par ce que nous avons. Ce que nous avons, est-ce que nous utilisons à bon escient? Oui. Nous avons des ingénieurs, oui. Mais il n'y a pas que la Chine qui mène des opérations de séduction. En Afrique, il y a aussi les États-Unis avec la visite de Kamala Harris, de Anthony Blinken aussi, qui veulent aussi instaurer leur modèle en Afrique. Donc, il y a une certaine rivalité entre Chine et Amérique en Afrique. Que faut-il choisir? Voilà, est-ce que les Africains doivent choisir le camp américain, le camp chinois? Et je parle économiquement, économiquement. Non, il n'y a pas de choix par principe. Donc, comme le monde de l'économie est dominé par l'opportunisme, donc c'est les solutions les plus opportunes qui devraient être choisies. L'Afrique n'a aucun intérêt à se positionner d'un côté comme de l'autre. De choisir un camp. Tout à fait. L'Afrique peut commercer, peut développer, peut échanger avec les différentes parties. Maintenant, comme on a souvent insisté sur la chose, il faut que ce développement aille vers de l'intégration, vers la production de la valeur, et non pas à l'extraction et à ne considérer l'Afrique qu'en terre de ressources. Donc il faudrait favoriser un rapport, un échange d'égal à égal, voilà, une relation d'égal à égal. Et travailler d'égal à égal, moi je dirais que aussi on est dans le rêve. Parce qu'on n'est pas égal à égal sur le plan économique. Mais pourquoi non? Ah non, économique. Simplement, en termes de rentabilité de travail actuellement, la rentabilité du travail du Chinois, elle est 10 fois plus supérieure que celui de l'Africain. Mais le sol africain regorge de richesses. Oui, regorge de richesses naturelles, oui, de dotation factorielle. Maintenant, est-ce que, en termes de compétitivité, on est à la hauteur des autres économies? Il faut aborder les choses sont complexes. Ça devrait être source de motivation qui nous pousse à nous remettre en cause et à travailler plus. Sur le plan humain, c'est tout à fait normal qu'on ait égaux. Mais sur le plan d'indicateurs économiques, on n'est pas égaux. On a une économie qui pèse 18 000 milliards de dollars et on a tous les pays africains réunis qui ne pèsent même pas le 1/10 de cette économie. Donc on ne peut pas être égaux. C'est pour cela que je dirais qu'il y a beaucoup de travail à faire, qu'on a les moyens de le faire et qu'on est capable. C'est ça la devise qui devrait sortir de l'analyse du rapport BRICS et de la situation géopolitique que connaît le monde actuellement. Pour ajouter à ce que M. Kawi, il a dit, on peut parler aussi de la ZLECAf aussi, c'est un projet qui est en cours. Oui, tout à fait. Donc ça va profiter aux pays africains pour marquer, pour qu'on matérialise le projet. Exactement. Donc on a fait un grand pas, on s'est mis d'accord, on a signé des protocoles, etc. Maintenant qu'on commence à libérer. Exactement. Graduellement, étape par étape, ce n'est pas ça le problème, mais mettons en œuvre nos politiques de développement. Oui, exactement. Oui, Samuel. Je te laisse le mot de la fin, parce que l'émission arrive à sa fin, oui. Oui, Samuel. On ne produit rien sans qu'on travaille, parce qu'on récolte toujours ce qu'on sème. On a du potentiel, on a tout en Afrique. Mais il est temps que nous, en tant qu'Africains, nous passons au travail, parce que c'est ce qui nous manque, c'est le travail. On a les connaissances, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, c'est donc, au lieu de voir des chantiers chinois, il faudrait voir des chantiers exactement. africains. Et non seulement voir des chantiers africains, mais des chantiers africains productifs. Parce que si moi, je suis un entrepreneur, je vais construire un bâtiment. Le bâtiment, j'ai besoin de ce bâtiment dans moins d'une année. Et que je dois récupérer le bâtiment dans 2 ans. Ça, moi, je vais juste préciser, pour donner mettre de l'eau dans son moulin, pour dire qu'il y a beaucoup de chantiers chinois qui font travailler des Africains.
pour Ouais. vous dire que la main-d'œuvre, elle est là. Ouais. Qu'une bonne partie de Paris a été construite par des Algériens. Ouais. Qu'une bonne partie des chantiers Donc, les agricoles ressources humaines en sont là. Italie et en Espagne emploient de la main-d'œuvre maghrébine et africaine. Exactement. Pour vous dire que là, c'est de l'organisation. Comment mettre en œuvre tout cela. C'est vrai. Comment créer les synergies. C'est ce génie. La dernière émission, on a parlé qu'on a assez d'expérience et qu'on n'a plus le droit à l'erreur. Exactement. Et c'est dans le sens d'organisation, de choix, d'harmonie et de synergie que la question se pose. Et voilà, la question se pose, les réponses peut-être l'émission prochaine. Chers auditeurs, cette émission arrive à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci, restez toujours sur les ondes d'Efriqiya FM.